Bonjour tout le monde. Cette semaine à TVC Info Week-end, édition du 4 février 2022, on parle du métier d'animateur de camp de jour puisque Loisirs Sport Outaouais veut revaloriser ce métier. On parle de la condition des femmes dans le monde avec Annick Brazo à l'occasion de la Semaine du développement international et Sylvain Caron démystifie les centres de données. On débute d'abord l'émission avec Loisirs Sport Outaouais puisqu'ils viennent de lancer leur campagne de valorisation du métier d'animateur et d'animatrice de camp de jour. On va en parler avec l'agent de développement chez Loisirs Sport Outaouais, Normand Veillette. Bonjour. Mes hommages. Merci. Normand Veillette, ce programme, cette campagne, c'est quoi les objectifs derrière ça, derrière la valorisation du métier d'animateur, d'animatrice de camp de jour? Il y a deux grands objectifs derrière la campagne. Le premier, c'est d'intéresser le jeune au métier d'animateur en camp de jour. Parce qu'on a vu qu'il y avait une grande pénurie, puis on a vu que l'emploi d'animateur était galvaudé, surtout pour ses côtés un peu plus négatifs. Donc, on voulait plutôt faire rayonner le côté positif d'être animateur. Et le deuxième objectif, c'est de convaincre les parents de discuter d'emploi d'été, notamment à propos d'animation en camp de jour. On sait que les parents, pour les jeunes de 15 à 19 ans, lorsque tu recherches un emploi d'été ou souper dans l'auto, souvent les parents vont dire: as-tu pensé à trouver une job d'été? En influençant les parents, le faisant prendre connaissance que cet emploi-là existe avec tous ses côtés positifs, on espère que le parent va pouvoir discuter avec le jeune. Bien sûr, ben oui, ça a une influence encore à ces âges-là, 15 ans, 19 ans, là, le parent est encore assez présent. Là, il faut le mentionner, c'est la toute première campagne de ce genre en Outaouais. C'est la première fois que vous essayez de valoriser ce métier et c'est la première fois au Québec aussi. Ce que vous avez créé comme campagne, ça va être aussi récupéré dans d'autres régions au Québec. Alors, félicitations pour ça. C'est grâce à Loisirs Sport Outaouais s'il y aura peut-être plein d'animateurs et d'animatrices motivés cet été. Comment vous allez faire ça? Justement, rejoindre les jeunes ou rejoindre les parents, ça va être quoi vos outils? En fait, on a pensé en deux stratégies. La première stratégie, c'est qu'on sait que les mononcles, ma tante, les parents que nous sommes, on est sur Facebook. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les 5 affiches en format PDF et images aux municipalités qui ont des gestionnaires de camp de jour qui offrent le service de camp de jour. Donc, on a 20 municipalités qui vont participer dans la grandeur de l'Outaouais et les municipalités vont utiliser leur Facebook, d'une part, pour le lancer comme tel les affiches, pour essayer de convaincre les parents d'en discuter avec leurs enfants. Ça, c'est la première stratégie. Mais la deuxième stratégie, Florélie, tu te rappelles quand on était jeune, on bombe un peu dans le parc, à la maison des jeunes, au centre communautaire, dans les restaurants, on s'en va aussi au dépanneur. On veut faire de l'affichage. Donc, ces affiches-là vont se retrouver dans les lieux publics et c'est les municipalités eux-mêmes qui vont aller l'accrocher dans le centre communautaire, bibliothèque, dans les restaurants, dans le babillard du DEP, pour que justement, si le jeune le voit, il va pouvoir regarder l'affiche. Puis ce qui est intéressant, en bas de chaque affiche, il y a un code QR. Le code QR, ça ne c'est pas pour avoir ton code de vaccin, Florélie, je te rassure. Ça te dirige vers un tableau après ça, où tu as l'ensemble des coordonnées des gestionnaires de camp de jour. Donc, le jeune va pouvoir envoyer le CV de son choix au camp de jour le plus près de chez lui. Et Normand Veillette, en fait, est-ce que vous avez pensé par contre à TikTok, Instagram? Parce que, je veux dire, ces jeunes-là de 15 à 19 ans sont beaucoup sur ces réseaux sociaux. On y a pensé, puis ça va être la phase 2 pour l'année prochaine. Cette année, on se OK. concentre vraiment à rejoindre les parents, à monitorer tout ça pour savoir un petit peu s'il y a du succès. Et l'année prochaine, on veut se concentrer justement vers des médiums qui vont rejoindre davantage les 15 à 19 ans directement. C'est juste que cette année, on a décidé de s'attaquer aux parents parce qu'on trouvait justement que ça valait la peine de faire un projet pilote basé sur des choses qu'on connaît parce qu'on est des parents, des agents de développement. Donc, mais la phase 2 l'année prochaine, on veut s'attaquer comme tel aux jeunes directement sur des plateformes qu'ils utilisent. Alors, étant donné qu'on sait que ces affiches seront sur Facebook principalement, alors partageons-les, ces posts, ces publications Facebook, ce sera de notre devoir de faire ça pour qu'il y en ait des animateurs. Donc ça, c'est une chose, je pense que c'est bien, ça peut être bien une campagne pour valoriser le métier, mais quand même, qu'est-ce qui peut être fait d'autre sur place par les municipalités qui ont ces camps de jour pour attirer davantage des animateurs? C'est une très bonne question, puis je l'ai posée à Benoît Lauzon, qui est le maire de Thurso, puis le préfet de la MRC Papineau, puis voici ce qu'il m'a répondu. Les élus, eux, ont grand leadership à valoriser comme tel le métier d'animateur pendant et à la fin des camps de jour, en faisant eux-mêmes des posts Facebook.
prendre des photos sur place, justement, d'animateurs sont contents, qui sont des employés valorisés par la municipalité. Donc, ça, c'est l'élu. Au niveau du directeur du service de loisirs, il peut créer, lui, comme tel, la vie après camp de jour. C'est-à-dire que souvent, dans les camps de jour, les animateurs, ils ont un job comme tout le monde, mais le petit plus, c'est la communauté qui se crée en créant des activités, pas parascolaires, mais des activités après job le soir de semaine puis les fins de semaine. C'est vrai que le directeur de loisirs lui, peut mousser ça puis faire rayonner comme tel ce petit plus-là. Et je pense que l'autre aspect où ce que la municipalité peut faire, mais c'est sûr que c'est un petit peu en augmentant les salaires pour justifier un petit peu la tâche des animateurs. Tu sais, Floralie, on va se le dire, oui. On s'occupe quand même d'enfants de 5 à 12 ans qui ne sont pas toujours faciles. Certains ont des troubles d'adaptation, certains font des personnes handicapées physiques et intellectuelles. Donc, à un moment donné, on ne peut pas juste leur donner le salaire minimum comme si quelqu'un faisait un job de, je ne sais pas, moi, ramasser des branches dans le puisard. Tu sais. C'est quand même des gens qui ont des fortes responsabilités d'apprentissage et d'initiation à la pratique du sport et de l'activité physique. Donc, à un moment donné, on doit reconnaître, la municipalité doit avoir une reconnaissance face à cet emploi-là, puis leur donner des salaires qui sont quand même favorables et substantiels. Oui, ouais, c'est beaucoup de responsabilités, mais ça peut être des responsabilités très stimulantes aussi pour un jeune de 15 à 19 ans. Là, vraiment, ça peut l'être. Je l'ai été animatrice dans un camp de jour il y a plus de 10 ans et ça a été une expérience enrichissante avec des défis, oui, mais j'ai beaucoup appris là-dedans. Normand Veillette, la pandémie, c'est quoi le rôle de la pandémie dans tout ce galvaudage, en fait, d'animateurs et d'animatrices de camp de jour? Ça a eu des impacts, ça aussi. Ça a eu des gros impacts, sur deux fronts. Le premier, c'est qu'en 2020, il y a beaucoup de camps de jour qui n'ont pas réouvert. Donc, le service n'était pas offert. Donc, c'est sûr qu'au niveau parental, il y a des gens qui ont dû trouver des services comme tel de camp de jour chez grand-papa, grand-maman, mon oncle et ma tante. L'autre chose, c'est sûr que le parent du jeune, il était moins enclin à encourager son enfant à devenir animateur ou devenir animateur à cause de la pandémie parce qu'il y avait une peur qui ramène le virus à la maison. On s'entend dans un groupe de 5-12 ans de dire aux jeunes de se laver les mains. Donc, il y avait une peur du virus. L'avantage en 2022, c'est que maintenant, on sait que le virus est plus contagieux, mais il est moins virulent. On a une plus grande connaissance par rapport au virus. On pense que cette année, en 2022, qu'il va y avoir plutôt une courbe de croissance, que les jeunes vont vouloir venir pour en étant animateur de camp de jour. Fait qu'on pense que cette campagne-là va aller dans un momentum, qu'on va juste sur une courbe de croissance où il va y avoir juste du positif, davantage associé au camp de jour qu'au négatif. La dernière chose au niveau de la pandémie aussi, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient sa PCU ou des adultes aussi, des jeunes adultes. C'était dur dans tous les secteurs de recruter du monde en 2020. Maintenant que cette forme de subvention-là salariale ou d'aide à l'emploi est terminée, on pense qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui ont une facilité au niveau du recrutement à être animateur. Bien, on souhaite vraiment qu'il y ait des animateurs motivés dans tous nos camps de jour de l'Outaouais cet été grâce à cette campagne, puis grâce aussi à d'autres adaptations, comme tu le mentionnais, là, avec les élus municipaux, avec les directeurs de loisirs dans les municipalités. Normand Veillette, merci beaucoup. C'est un plaisir. Puis juste dire aux jeunes peut-être qui nous écoutent, aux parents, que animateur de camp de jour, tu es souvent dehors, tu fais du jeu, tu fais du sport, tu utilises ta créativité. Il n'y a pas grand emploi étudiant qui permet tout ça. Puis tu fais une grosse, grosse différence dans ta communauté parce que le jeune en camp de jour, lorsqu'il devient adulte, il reconnaît l'animateur dans la rue, puis ça change beaucoup sa vie. Fait il n'y a pas beaucoup d'emplois qui permettent ça. Absolument. Très bon point. Très bel ajout. Merci, Normand Veillette. Merci, au revoir. On s'en va rejoindre notre collaboratrice à la Maison pour elle, les Deux-Vallées, la directrice générale, Annick Brazeau. Bonjour. Bonjour. Annick Brazeau, aujourd'hui, tu vas nous parler de conditions féminines ailleurs dans le monde, étant donné que du 6 au 12 février, ce sera la semaine de développement international. On va célébrer ça. Alors, c'est un bon moment pour parler de ce qui se fait ailleurs dans le monde quand les femmes vivent de la violence conjugale. Nous, on a une façon de faire ici. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres façons de faire. Ce serait intéressant d'aborder les ressemblances, les différences, parce que toi-même, tu en as visité plusieurs de ces maisons d'hébergement ailleurs dans le monde. Dans quel pays tu as visité ces maisons?
En fait, j'étais allée au Pérou, j'étais allée aussi au Burkina Faso, au Sénégal, au Nicaragua. Et puis aussi, on avait un projet d'échange avec la Guadeloupe, ce qu'on a pu échanger sur les façons de procéder là-bas. Ils n'ont pas pu venir au Canada parce que malheureusement, la COVID est arrivée, mais on a pu s'entretenir là, sur les façons de fonctionner dans ce pays. Mais dans quel contexte, toi, tu voyages pour aller dans ces maisons d'hébergement? De toutes sortes de façons. En fait, personnellement, j'aime faire des projets d'initiation au développement, à la coopération internationale. Fait que c'est sûr on organise des groupes où est-ce qu'on part avec des gens, bon, dans des orphelinats, dans des écoles, bâtir des maisons, des choses comme ça, leur donner un coup de main. Puis, il y a eu beaucoup de projets qui ont été attitrés au niveau des femmes. C'est sûr que comme c'est mon travail aussi, j'aime ça, pouvoir voir ce que mes consoeurs dans différents pays vivent comme réalité ou leur façon de fonctionner parce qu'on peut échanger entre nous. On peut apprendre autant d'elles qu'elles apprennent de nous. Alors, c'est l'objectif. Puis ça l'est arrivé une couple de projets qu'on a fait. Et notre maison d'hébergement aussi à Buckingham, il y a eu avec le Centre actuel il y a plusieurs années. Le Centre actuel avait fait un projet là, au Burkina Faso avec des femmes pour aider des femmes. Et dans ce contexte-là, j'avais participé comme participante là, au niveau de la maison d'hébergement. Puis on avait pu vivre cette expérience-là. Bien, je veux absolument qu'on en parle donc de ce qui se passe dans ces autres maisons d'hébergement. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer quand vous accueillez des femmes là, dans une maison d'hébergement comme celle à Buckingham ou ailleurs en Outaouais, ailleurs au Québec, comment ça se passe? C'est quoi la façon traditionnelle, là? En fait, c'est qu'on offre des services d'hébergement, c'est clair, c'est facile à voir. On héberge la femme et ses enfants. Elle habite dans la maison d'hébergement qu'elle partage avec d'autres femmes qui ont un vécu similaire. Il y a des intervenantes qui sont toujours présentes 24/7 pour les écouter, les aider à cheminer. On va accompagner les femmes à leur rendez-vous dans les démarches. On va les conseiller. On va les aider à mieux comprendre c'est quoi la violence conjugale, à savoir comment se protéger, les aider si elles veulent porter plainte. Bon, il y a toutes sortes de démarches. On fait des activités en groupe et en individuel. Fait que ça, c'est pour les femmes qui hébergent et on donne les mêmes services au niveau des enfants. Sinon, on offre des services aussi à des femmes qui n'ont pas besoin d'héberger, qui ont besoin de nous, qui veulent avoir des rencontres, des consultations. Les mêmes services que je vous dirais sans hébergement sont aussi possibles. On fait des services en ligne aussi si jamais les femmes ne veulent pas se déplacer. Fait que, bon, on offre, c'est ça. On aide les femmes dans leur démarche, dans leur processus de sortie de la violence. Combien de temps les femmes peuvent rester dans une maison d'hébergement dans notre pays? Oui, c'est une bonne question. En général, là, à travers le Québec, je dirais que c'est entre 2 et 3 mois. Donc, ça va vite, vite, vite. Hein? C'est pas beaucoup de temps pour les femmes, en plus, qui ont vécu un paquet de choses. Ça demande beaucoup d'énergie, juste quitter la violence conjugale. Alors, après ça, il y a un paquet de démarches, juste, vous savez, se trouver un logement. C'est pas facile, surtout en ce moment. Donc, oui, ils ont beaucoup de démarches à faire, les femmes. Et puis, les enfants ont aussi des besoins. Ils ont vécu des impacts, ils ont vécu des choses à qui ils ont besoin d'en parler. Et puis, il y a une intervenante jeunesse là, qui peut les aider à ce niveau-là. Alors maintenant, je pense que tu me vois venir, mais comment ça se passe dans les autres maisons d'hébergement ailleurs dans le monde, dans les pays que tu nous as mentionnés tantôt, là, notamment au Burkina Faso, en Guadeloupe? Comment ça se passe dans ces maisons d'hébergement? En général, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, premièrement, il y a bien des pays qui n'ont rien, qui n'ont pas de maison d'hébergement, donc qui n'ont pas d'aide. Tu vois, en Guadeloupe, comment ça fonctionne, c'est eux autres qui ont des familles d'accueil. Donc, il n'y a pas de maison. Fait que quand une femme vit de la violence, elle est jumelée, comme un peu des enfants avec la DPJ ici qui n'ont pas d'endroit où aller, ils vont être accueillis pendant un certain temps. Et puis après ça, c'est ça. Là, la réalité, c'est que si la femme retourne avec son conjoint, elle a le droit une autre fois de retourner à la famille d'accueil, puis après ça, c'est fini. C'est tout. Elle a comme 2 chances. Oui. En Guadeloupe, c'est comme ça qu'ils fonctionnent actuellement, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais ils aimeraient bien avoir des maisons d'hébergement, mais ils n'ont pas le financement. Sinon, tu vois, comme un endroit comme le Pérou et le Nicaragua, ce que j'ai observé, c'est qu'entre autres, les femmes là-bas vont héberger pendant à peu près 1 an. Puis, il y a une particularité, dans le fond, c'est que nous, on a des chances ici où est-ce qu'il y a beaucoup d'aide quand même pour les femmes. Puis tant mieux, c'est ce qui facilite, qu'ils peuvent sortir de la violence, ça facilite leur décision, en fait. Donc, si on a les logements primodiques qui peut aider, on a l'aide sociale qui peuvent aider un revenu au niveau des femmes, il y a des déménagements gratuits pour les femmes, il y a des organismes qui vont donner des meubles, on a vraiment même au niveau de la sécurité avec le CAVAC, avec l'IVAC, il y a différentes possibilités d'avoir un système d'alarme pour se sécuriser. Tandis que là-bas, les femmes, ils n'ont pas de ces services-là. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas d'aide du gouvernement, il n'y a pas d'hébergement temporaire. Fait qu'une femme, quand elle quitte la violence, c'est
c'est très, très complexe. Aussi, quand des fois, c'est des communautés où est-ce que les femmes, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'éducation, malheureusement. Il y en a qui n'ont pas accès à l'emploi. C'est plus traditionnel, les rôles où est-ce que la femme reste à la maison avec les enfants, puis c'est monsieur qui travaille. Alors, les maisons d'hébergement, là-bas, ils n'ont pas le choix. Ça a été à ma grande surprise que, en plus de l'aider au niveau de sa violence, elles doivent leur apprendre un métier. Elles doivent les aider. Il y a comme une petite formation professionnelle qui est dans le centre de la maison d'hébergement parce que, ils apprennent à coudre. Des fois, au Burkina Faso, c'était de faire de la crème avec le beurre de karité, par exemple, pour qu'ils puissent se faire comme une petite entreprise de microcrédit où est-ce qu'elle va pouvoir se débrouiller, se trouver un emploi ou, vendre des choses sur le bord de la rue puis se débrouiller pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que ni le gouvernement va l'aider, puis souvent, c'est des femmes qui n'auront pas accès à de l'emploi parce qu'ils n'ont pas d'éducation, parce qu'on n'embauche pas les femmes dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est toute une autre façon, une autre complexité vraiment de travailler pour ces maisons-là. Il faut vraiment cuter les femmes. Puis, aussi, des fois, quand c'est des pays où est-ce que la religion est très, très présente, des fois, les gens, ils ne vont pas accepter que la femme, même si elle a vécu de la violence, qu'elle mette fin à la relation parce que tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire, tu n'es pas supposé. Fait que la famille, ils ne vont pas l'aider, ils ne vont pas l'héberger parce qu'elle a contrevenu à cet aspect religieux-là. Alors, les femmes sont vraiment isolées. Donc, les maisons d'hébergement doivent les aider à trouver des solutions. Il y a des maisons aussi qui ont même acheté comme des petits appartements que toutes les femmes, après, sont ensemble, payent ensemble pour que ça coûte moins cher. En tout cas, il y a un paquet de stratégies comme ça pour aider les femmes. C'est ça. Oui, et toi, donc, en allant voir ces maisons-là, qu'est-ce que ça t'a fait réaliser? Puis comment ça a changé, si ça a changé, ta façon de travailler avec les femmes qui viennent dans ta maison d'hébergement, dans la maison d'hébergement à Buckingham? Bien, c'est sûr que ce que ça a changé, entre autres, c'est que, quand tu vas dans ces pays-là, c'est toi la minorité. Fait que, de savoir être c'est quoi en minorité, ça m'a donné une très, très bonne idée. Aussi, de s'adapter, que tous nos repères, on les a perdus, que la façon de fonctionner, c'est pas pareil, qu'il faut comprendre, puis que même des gestes, ça veut pas dire la même chose. Donc, ce que ça m'aide, c'est quand on a des femmes de d'autres cultures qui viennent à la maison d'hébergement, ça m'a aidé à comprendre un peu comment qu'elles peuvent se sentir, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir à leur place accueillies, que des fois, c'est des femmes qui vont, dans leur culture, pas oser déplaire, pas nous le dire, qui n'aiment pas ça, qui veulent telle chose. Alors, je vais peut-être plus devancer, plus demander la question. Au niveau de l'alimentation aussi, je sais qu'il y a des cultures qui ont des besoins particuliers, fait que j'essaie que la femme, elle se sente bien chez elle, à la maison d'hébergement, qu'elle se sente respectée, fait que j'ai cette petite attention-là de plus. Des fois aussi, au niveau culturel, il y a des choses que je peux comprendre. Écoutez, c'est pas parce que j'ai fait quelques pays que je suis une professionnelle, mais ça m'aide en tout cas à porter l'attention, d'avoir la curiosité de voir dans son pays, elle, comment qu'elle voit ça, la violence, le rôle des femmes, comment ça fonctionne pour nous aider après ça dans notre travail, pour comment qu'on va lui amener, nous, notre conception là, ici au niveau de la violence. Mm-hmm. Oui, parce que ces femmes-là qui arrivent ne savent pas non plus nécessairement qu'il existe des ressources pour elles. Oui. Est-ce qu'elles le savent s'il n'y en a pas de maison d'hébergement dans leur pays d'origine puis qu'elles immigrent ici? Comment ça se passe pour qu'elles le sachent? C'est ça qui est spécial, c'est que les femmes, des fois, ils ne savent pas. Puis, bon, il y a toute la question aussi, là, tu parles des ressources, parce que dans plusieurs pays, il n'y a pas de ressources, mais aussi dans certains pays, vous savez, la police est corrompue. Fait que, d'avoir confiance à la police ici, qui sont là pour l'aider, qui sont là pour l'accompagner, qui vont lui donner nos coordonnées, peut-être que ça ne sera pas un réflexe parce qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a aussi tout le concept aussi que dans plusieurs pays, encore aujourd'hui, les femmes, la violence conjugale, la violence, c'est pas illégal. Les conjoints ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de battre leurs femmes, ils ont le droit de leur faire plein de choses. Les agressions sexuelles, c'est pas illégal. Quand tu es marié, tu as le droit de faire ça à ta conjointe. Je donne un exemple. La Tunisie, ça fait peut-être, je pense, 4 ans qu'ils ont obtenu le fait, les féministes là-bas, les femmes qui revendiquent, ils ont réussi à faire mettre dans le système de loi que le conjoint, c'est illégal de battre sa femme en public. Mais à la maison, tu as le droit. Mais avant, c'était même en public puis même en personne. Chaque pays a des concepts différents. Alors, c'est sûr que les femmes, quand elles arrivent au Canada, ils ne savent peut-être pas qu'ici, nous, il y a beaucoup de choses qui sont illégales, que la police va t'aider, qu'il y a des lois, que nous, la violence, on le voit même, la violence psychologique, verbale, le harcèlement, que c'est illégal. Alors, c'est sûr que les femmes n'ont pas tout accès à cette information-là et c'est important qu'on puisse le transmettre. Vous savez, il y a une fois, ça nous est arrivé, une femme qui était allophone, donc elle ne parlait ni anglais ni français. Elle s'est sauvée de chez elle, elle courait dans la rue, puis une chance, c'est un chauffeur de taxi qui a vu que c'était une femme qui avait besoin d'aide puis qui nous l'a amenée à la maison d'hébergement. Fait que,
on a besoin des gens pour nous aider. Bien, les femmes ont besoin d'aide pour nous connaître, en fait. Oui. Alors, continuons à en parler, que ça existe des maisons d'hébergement pour les femmes. Annick Brazeau, merci beaucoup. Merci. Et pour terminer l'émission, on s'en va rejoindre Sylvain Caron. Bonjour. Bonjour, Floralie. Sylvain, on a appris en janvier que Tursault allait peut-être avoir un centre de données. Du moins, ils sont en lice. Qu'est-ce que c'est, par contre, Sylvain, un centre de données? Eh bien, le nom le dit, un centre qui accueille des données sur des serveurs informatiques. Autrement dit, on peut parler de toutes sortes de données, que ce soit des courriels, que ce soit des documents, paquet de données. Tout ce qui se fait sur Internet doit être hébergé sur un serveur. Eh bien, on peut le faire dans ces fameux centres de données-là. Et un serveur, donc, ça ressemble à un ordinateur. Ça a quelle grosseur, ça? Est-ce que ça prend de la place? Oui, ça prend de la place. Si on en met des dizaines de milliers, on parle de à peu près 100 000 serveurs. Et si on regarde à l'arrière de moi, la grosse boîte noire, eh bien, ça, c'est une unité qui compte 4 unités. Donc, souvent, dans les serveurs, c'est des serveurs à une unité. Donc, on peut en mettre 4. Et donc, il peut en avoir pas mal sur la hauteur. On les empile littéralement un par derrière l'autre. Et puis, on en met des rangées. Ça ressemble à une grosse bibliothèque, finalement. Mais au lieu des livres, c'est des serveurs informatiques, autrement dit, des ordinateurs qui calculent à longueur de journée. Puis, étant donné qu'il y a une informatisation partout dans le monde, hein, c'est électronique maintenant et qu'il y en a partout de ces données, ça prend de l'espace. Des centres de données, il y en a un peu partout dans le monde, mais il semblerait que le Québec est un endroit privilégié pour ces centres de données. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, Floralie, qui influent sur le choix des compagnies qui peuvent aller s'établir partout dans le monde, parce qu'on le sait, Internet, c'est mondial. Mais ici, au Québec, on a des qualités, que ce soit le climat météorologique qui est favorable. On parle que 8 mois par année, on est dans une température qui est avoisinant des 20 degrés ou en dessous. Donc, on n'a pas besoin d'impliquer de l'énergie pour climatiser ces serveurs-là qui produisent passablement de chaleur, disons-le. Et puis, au Québec, plus spécifiquement aussi dans la région de Québec, qui est une région qui est assez prisée des grands de ce monde en informatique, eh bien, il y a moins de catastrophes naturelles. Bon, ici à Gatineau, on a eu une tornade, on a eu des inondations, mais dans cette région-là, c'est prouvé que partout, comparativement ailleurs, eh bien, il y en a moins. Et puis, il y a un climat politique stable aussi. On a quand même des dirigeants on n'est pas en guerre, et il y a des dirigeants qui offrent des subventions qui sont offertes par les différents gouvernements pour s'établir. Et aussi, un autre gros facteur, c'est qu'on a un terrain qui est disponible à faible coût parce que ça prend des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de pieds carrés. On n'a qu'à penser à Microsoft qui a acheté un golf à Charny pour 6 millions de pieds carrés. Et on prévoit vraiment en exploiter au maximum cette surface-là. Mais, comme je disais, un terrain à faible coût, 20 millions pour 6 millions de pieds carrés à 3,33 du pied carré, comparativement à New York, Toronto ou Vancouver, c'est un véritable, comme on dit en anglais, un véritable deal. C'est le deal du siècle, finalement. Pour eux autres. Oui, ces compagnies, elles cherchent, c'est ça, un coût faible alors qu'elles ont la possibilité de s'installer partout dans le monde. Elles sont à la recherche d'un faible coût. Sylvain, par contre, là, tu me dis que ces serveurs-là produisent de l'énergie, mais elles en ont besoin aussi d'énergie. On a besoin de les fournir en électricité. Ça aussi, ça doit être un avantage au Québec. Là. On a un coût d'électricité assez faible. Hydro-Québec produit de l'énergie propre, qui est fiable aussi. On a très peu de panne. Et c'est un coût plus que raisonnable si on compare simplement avec l'Ontario, si on compare à travers même les États-Unis. Et aussi, avec 2022, on parle d'une énergie propre. Et ça, c'est un gros facteur parce que les compagnies ne veulent pas contribuer, en plus de la chaleur, à la pollution aussi par de l'énergie qui serait produite, par exemple, au charbon, comme certaines centrales aux États-Unis. Ouais. C'est un gros facteur. Et Hydro-Québec est là. Et Hydro-Québec aussi subventionne ces compagnies-là à s'établir.
Et puis, il y en a beaucoup qui se sont établis récemment. On parle, la première a été en 2012 à Beauharnois, OVH, une compagnie française. Et ils ont acheté littéralement la compagnie Alcan, qui est située directement à côté de la centrale de Beauharnois. Pourquoi? C'est parce que, justement, il y avait l'électricité à proximité. On a Microsoft, le fameux Golf de Charny. C'est directement à côté de grosses installations d'Hydro-Québec. Donc, encore là, il n'y a pas de grosse infrastructure à construire. Très intéressant pour eux. Et puis, ils ont acheté aussi, Microsoft a vraiment acheté dans la région de Québec. On parle de terrain à Donnacona, l'ancienne Lorette, Saint-Augustin-des-Maures, des millions de pieds carrés. Et puis, juste au Golfe, on a aussi un autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de restrictions vraiment importantes pour la construction de bâtiments. Donc, ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent. Et puis, on a une main-d'œuvre ici au Québec qui est qualifiée et aussi à plus faible coût qu'ailleurs. Et comme je disais, c'est un grand centre. Ça va être un très grand centre. Le plus grand centre de données au monde. Il va être dans la région de Québec, plus précisément à Charny. C'est gros. Ça va être des centaines de milliers de pieds carrés, des terrains de football à n'en plus finir et que des serveurs. J'ai hâte de voir la quantité de serveurs qui va rentrer là. On parle de centaines de milliers de serveurs, là, facilement. Oui, ça va être gros. Mais Sylvain, ces compagnies-là qui décident d'avoir des centres de données au Québec, ils ne publicisent pas, par contre, leurs centres de données. Je ne pense pas qu'on les voit là, de très loin, qu'on sait que le centre de données d'Amazon ou de Microsoft est là. Non, effectivement, on le sait par certains truchements, les journalistes qui ont vraiment creusé la chose, mais évidemment, pour des questions de sécurité, on ne divulgue pas à tout vent les adresses précises et ces bâtisses-là sont vraiment sécurisées, hautement sécurisées, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, peu importe, les gens ne veulent pas que ces données-là, évidemment pour des raisons de sécurité, et aussi on a des contrats vers les clients de garantie, souvent des gouvernements et compagnie, ça peut, on ne peut pas avoir des données qui fuient, même si malgré tout ça, il y en a. Puis je reviens à l'énergie, là, parce qu'on disait que ça consomme de l'énergie, mais ça produit aussi de l'énergie. Oui. Ça a quand même un avantage. Est-ce qu'on peut l'utiliser, cette énergie-là, pour chauffer quelque chose à Tursault, par exemple? Est-ce que ça va être le cas? Absolument. La compagnie Qscale qui reluque Tursault pour justement la grande quantité d'énergie disponible à cause de la papetière qui était là, eux prévoient, et dans certains, déjà dans certaines de leurs bâtisses qui sont déjà en branle, ils prévoient chauffer des serres avec la chaleur des serveurs. On sait au Québec, on a de la culture en serre, mais ça peut être facilement difficile l'hiver. Alors, on vous tiendra au courant pour ce qui est de Tursault. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui complète cette édition de TVC Info Week-end. On se retrouve mercredi pour l'édition TVC Info. Au revoir.